Bon, on va commencer. Alors, nous arrivons au bout de nos peines. Dernière conférence qui a été inspirée, comme vous avez vu, enfin, où j'ai pris un peu prétexte de la grande exposition rétrospective d'Émilie Carr que nous avions cet été pour réfléchir à des concepts plus larges, comme des concepts d'esthétique, en fait, comme le beau, le sublime, l'inquiétante étrangeté, en fait, tout. Puis on va arriver au dernier de ces concepts sur un peu la recherche de l'abstraction géométrique, hein, d'arriver à la beauté à partir de la géométrie, à partir de l'abstraction géométrique. Je vais laisser rentrer les derniers, les 100 billets. Vous êtes bien braves de braver comme ça la première tempête de neige, c'est ce qu'on me dit? Oui, oui. Pas grosse tempête, mais enfin. Alors, donc, sixième et dernière conférence dans cette série, inspirée par l'exposition qu'on a eue cet été d'Émilie Carr. Et chaque fois, hein, comme vous avez vu, en fait, on a abordé donc un de ces concepts esthétiques, beauté, sublime, inquiétante étrangeté. Aujourd'hui, je voulais toucher une des voies possibles vers la beauté, qui est la voie de l'abstraction et la voie de l'abstraction géométrique. À première vue, ce n'est pas une voie qu'a pris beaucoup Émilie Carr parce que, j'allais dire, son engagement réaliste est très, très fort. Hein. Vous avez vu d'ailleurs, dès le début de sa carrière, son intention de représenter comme ça les Premières Nations a fait qu'elle s'est voulue réaliste, elle s'est voulue près des faits, comme elle dit, et aussi, elle voulait devenir presque leur historien. Alors, dans ce sens-là, cet engagement réaliste était très, très fort. Mais à partir de 1927, on sent un changement très important dans son développement. Et effectivement, il y a une autre tendance qui a l'air de venir en conflit avec cette intention réaliste du début. Hein, comme si il y avait une compétition entre deux volontés ou deux intentions dans le développement de son œuvre. Pourquoi 1927? Alors c'est là, il faut faire un petit peu un tour biographique pour savoir ce qui s'est passé. Et pour comprendre ce changement-là, vous vous souvenez, j'avais dit qu'elle avait été invitée à venir à cette grande exposition qui avait eu lieu à ce qu'on appelait à l'époque la Galerie nationale du Canada, enfin donc ce qu'on appelle maintenant le Musée des beaux-arts du Canada, qui était une présentation des artistes de la côte ouest, mais native and modern, hein, c'est-à-dire donc à la fois des artistes des Premières Nations et des artistes modernes, enfin, qui pouvaient avoir quelques rapports avec ces arts dits primitifs. Hein. Et Émilie Carr était très, très bien représentée dans cette exposition-là, plus d'une trentaine de tableaux, sans compter les fameux tapis crochetés, là, puis les poteries que je vous présentais la dernière fois. Il y en avait beaucoup aussi de ça, enfin, dans l'exposition. Donc, c'était un peu normal que Eric Brown, le directeur de la Galerie nationale, l'invita, si on peut se permettre ce subjonctif, à venir voir l'exposition. Hein. Alors, ils lui ont donné une passe gratuite là, sur le CN, puis elle est partie de Vancouver et étant venue à Ottawa pour voir ça. Son idée, alors en chemin, elle lit le livre de Fred Hauser sur le groupe des Sept. Et son attention est attirée par cette reproduction de peinture en noir et blanc qui représente un tableau de Lauren Harris. Elle ne connaît pas. Elle n'a jamais vu, elle sait vaguement qui il est, fait qu'il fait partie du groupe des Sept, puisqu'elle vient de lire ça dans le livre de Hauser. Et elle est très frappée par ce tableau. Elle en parle comme un tableau austère, plein de dignité, comme vraiment, et avec l'intention bien arrêtée de tenter de rencontrer ces gens-là, enfin, d'essayer de voir qu'est-ce qu'ils font et peut-être éventuellement d'en être touché. Hein. Alors, donc, son intention, c'est, tout en se rendant de Vancouver vers Ottawa, c'est d'arrêter à Toronto, en chemin, et d'essayer de contacter, justement, Harris et les autres. Elle est reçue par les Women Association of Art, quelque chose comme ça, des bonnes dames qui s'occupent des arts
à Toronto. Et parmi les dames qui la reçoivent, il y a Mme Hauser, Bess Hauser. Alors, elle l'appelle d'ailleurs « the wife of the book », hein, puisqu'elle vient de lire le livre de M. Hauser. Alors, elle était contente, évidemment, de rencontrer sa femme, puis de pouvoir dire « Est-ce qu'on va pouvoir voir les membres du groupe des 7 ?» Oui, oui, tout est organisé, vous allez voir, il n'y a pas de problème. On va vous amener. D'ailleurs, ils sont concentrés. Ils se retrouvent tous dans un studio de la rue Severn à Toronto. Alors, vous avez une photo de l'endroit à l'époque. Ils avaient donc chacun leur atelier là-dedans, certains un peu à part, d'autres, plusieurs en tout cas étaient installés là. Alors donc le lendemain de son arrivée, on l'amène au studio sur la rue Severn, et là, le premier peintre qu'elle rencontre, c'est Jackson. Hein? Alors elle le décrit comme étant entouré d'étudiants, en train de distribuer des biscuits à tout le monde. Enfin, c'est une technique pédagogique qui est très efficace, ça, d'habitude, de vous donner du thé et des biscuits. Tout le monde est content. Mais surtout, ce qui attire son attention, c'est les tableaux qui sont par terre, là, autour, dans l'atelier, les tableaux de Jackson. Et comme celui-là, un tableau tout récent, donc qui vient d'être fait, 1927, et qui représente un village de Kispasgak, c'est-à-dire un village indien que Jackson avait visité, enfin, l'été précédent, en compagnie de Barbeau, sur la rivière Skeena. Donc, vous vous souvenez, j'avais parlé de ça, c'est une rivière dans le nord de la Colombie-Britannique. Et elle est très frappée par ce tableau-là, ou par d'autres analogues, parce qu'il y en a quelques-uns. Elle dit « Je me suis sentie un petit peu battue à mon propre jeu », hein, puisqu'elle se voyait, elle, comme la spécialiste des tableaux indiens. Et elle ajoute « Ces peintures d'Indiens avaient quelque chose qui me manquait, du rythme, de la poésie. Les miennes étaient tellement terre à terre. Je ne travaillais que pour les faits. » C'est toujours cette opposition entre son approche, j'allais dire, historique, un peu brutale, là, de voir les choses telles qu'elles sont, et tout d'un coup, un tableau qui pouvait paraître plus poétique, comme celui de Jackson, où il y avait en effet rythme et mouvement. Hein. Alors là, on pourrait dire peut-être qu'elle commence à se rendre compte un peu des limites de son approche réaliste, hein, puisqu'elle voit tout d'un coup qu'il y a moyen de traiter même les mêmes sujets, mais en investissant dans les sujets des aspects esthétiques plus prononcés. Hein. L'autre peintre qu'elle voit ensuite, c'est Lismer. Le tableau, c'est-à-dire l'atelier est un peu plus vide, il y a moins de tableaux sur les murs, et il y a probablement ce tableau-là qui est encore dans l'atelier parce qu'il vient d'être fait aussi en 1926, donc pas la même année, mais l'année précédente. Et c'est un tableau que Lismer avait peint dans la région de Charlevoix. C'est la petite église de Saint-Hilarion, avec alors des champs au premier plan, puis les montagnes, enfin les Laurentides déjà, assez animées là, dans ce coin-là, à Charlevoix, et la petite église avec le village autour. Hein. Et ce tableau-là en particulier avait été critiqué par les critiques parce qu'on n'avait pas trouvé ça très réaliste, qu'il avait fait autour de l'église une espèce de halo. Hein. Vous voyez autour du clocher de l'église, là, il y a comme une teinte plus bleu pâle qui signale comme presque une apparition un petit peu spiritualiste, si on veut. Hein. Alors, il y avait des critiques un peu étroits là, qui avaient dit c'est une erreur, il n'a pas dû faire ça, il n'a pas vu ça, hein. Il a imaginé ça. Mais encore là, une fois de plus, c'est une petite épingle, j'allais dire, dans la baudruche réaliste, afin de dire la possibilité de se dégager simplement du motif pour être capable d'ajouter quelque chose à ce qu'elle voit. Et finalement, alors là, ça a été pas mal le climax. Elle rencontre Lawrence Harris lui-même. Ça, c'est une photo de lui à peu près à l'époque où elle la rencontre, en 1926. Et elle voit surtout, enfin chez lui, le tableau qu'elle a vu en reproduction dans le livre de Hauser, mais là, elle le voit pour vrai. Hein. Et elle se décrit, elle dit « Heureusement que j'étais avec Miss Buell. » On ne sait pas qui c'est exactement, mais c'est une amie qui l'a amenée là, qui faisait probablement partie du Women Association of the Arts à Toronto, et qui a dit, devant les tableaux, « I was a dumb fool idiot. » Elle était complètement muette, elle n'était pas capable de parler, et était comme vraiment, a dit, j'ai été atteint au cœur en voyant ces tableaux-là, etc. Heureusement, Mrs. Buell était là à côté pour faire le placotage un peu, parce qu'elle a dit, moi, j'avais absolument rien à dire, je ne pouvais pas arriver à m'exprimer. Et elle voit justement tout d'un coup une peinture qui correspond vraiment à une attente profonde. Et quand elle revient à l'hôtel le soir, elle écrit dans son journal ses impressions. Enfin, je vais vous mettre un autre tableau, possiblement aussi
montré à ce moment-là. Enfin, il est de la même date. On ne sait pas exactement, évidemment, ce qu'il y avait dans l'atelier de Harris à ce moment-là, mais on peut imaginer, enfin, le style du genre de tableau qu'elle pouvait avoir là. Alors, elle écrit, je vous traduis ça en français, mais en tout cas, disons, elle écrit ceci dans son journal. « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai vu? Où étais-je? Quelque chose m'a parlé au fond de l'âme, quelque chose de merveilleux, de puissant, d'un autre monde. » Et un petit peu plus loin, « Cela se soulève dans tout mon être, la merveille de tout ce que j'ai vu, comme un grand fleuve qui se précipite, sombre et turbulent, irrésistible, me transportant comme une pauvre petite épave. Jusqu'où, jusqu'où? Je me demande si je ne découvrirai pas Dieu là-dedans, le Dieu que je désire, que je cherche et n'ai pas réussi à trouver. Toujours, il semble se rapprocher dans ces grands espaces, parfois presque à portée de la main, mais jamais complètement. Peut-être que dans cette vision d'un espace plus neuf, plus vaste, je vais le trouver. » Et ça, ce texte-là, évidemment, c'est un texte, d'abord, toujours que chez Émile Carr, c'est toujours magnifique, c'est toujours bien écrit. Mais en même temps, vous voyez, on a parlé de la notion de sublime. Là, vous avez un parfait exemple de ça. Si vous avez remarqué tous les termes qu'elle emploie, elle comme un petit fétu de paille, là, entraîné sur le grand fleuve, cette puissante impression, cette grandeur, tout ça, c'est tous des termes que Kant aurait qualifiés de sublime mathématique, là, avec son esprit germanique un peu lourd, là, en voulant dire, enfin, qui joue sur la quantité, hein, qui joue sur l'impression qu'on est devant un monde tellement vaste et tellement grand qu'on est comme écrasé par ça, mais en même temps, et ça c'est très important dans la fonction du sublime, c'est que vous vous sentez malgré tout encore vivant, encore capable de contrôler l'impression. Et je me rappelle, moi, d'une expérience de ce type-là que j'ai fait, si on peut dire. Enfin, j'étais près du rocher percé, et tout d'un coup, il y a eu un banc de brume, et le rocher percé a disparu. Et là, ça, c'est vraiment une espèce d'expérience alors, on a une espèce de peur, on dit « qu'est-ce qui arrive? » etc. Puis d'un autre côté, on se sent très joyeux et très... le mot anglais, c'est « exhilarated », pour dire ça, parce qu'on est là, on est encore capable de résister au spectacle. Puis ensuite, le banc de brume s'envole, quelques... comment on appelle ça, des mouettes viennent, puis les choses se rétablissent dans la chose ordinaire. Hein? Je pense qu'il y a ces deux éléments-là. Il y a l'élément, le spectacle est très grand, mais il y a aussi une espèce de résistance morale du spectateur devant le spectacle. Alors, c'est vraiment ça qu'elle voit dans les tableaux de Harris, et c'est pour ça qu'elle parle du divin, finalement. Elle parle peut-être que je vais trouver Dieu là-dedans, c'est-à-dire donc une transcendance, quelque chose de plus grand encore que ce qu'elle avait pu voir. On a l'impression que les peintres du groupe des 7 qu'elle voit après, c'est un peu comme un downer, tu sais, ça va beaucoup moins bien après. Elle va voir les tableaux de MacDonald. Il n'est pas sur place, c'est son fils, M. Toro MacDonald, qui est aussi un peintre, qui la reçoit. Et ses commentaires sur les tableaux du grand maître du groupe des 7 ne sont pas très, très sympathiques. Elle dit « Les toiles de M. MacDonald sont grandes et très bien. » Pas fort, c'est comme critique. Hein? Beau dessin et parfois belle couleur. C'est pas beaucoup, ça. Autrement, je les trouve je trouve ces couleurs un peu chaudes et lourdes à mon goût, un peu terreuses. C'est vrai que les couleurs de MacDonald sont souvent un petit peu brunardes comme ça. Je les aime beaucoup, mais sans plus. Elles m'ont réveillé que peu d'émotions en moi. C'est son Tangle Garden que j'aime le mieux. Alors là, elle nomme pour la première fois un tableau avec son nom. Tangle Garden, c'est celui-là. Et alors, c'est celui-là que j'ai aimé le mieux. Et là, après, évidemment, elle a fait un peu le tour des membres du groupe des 7 qui étaient disponibles, en fait, donc à Toronto. Et là, elle reprend le train pour Ottawa, évidemment, parce que c'est là qu'elle doit être pour l'ouverture de l'exposition. Elle fait des remarques un petit peu sur l'accrochage. Évidemment, elle est exclue du problème de l'accrochage. C'est les boys qui s'occupent de ça. Hein. Elle dit des Foster-lot, hein, ils sont toujours en train de squint, de plisser de l'œil, puis de comparer, puis il dit, il parle beaucoup trop quand il accroche des tableaux. En tout cas, elle fait ses petits commentaires sur le groupe comme ça. Et là, et après, elle a un peu de temps, elle en profite pour faire des dessins de motifs indiens, là, ce que je vous présentais la dernière fois, pour utiliser ça, évidemment, dans sa poterie et ses tapis crochetés, là, tout ça. Enfin, elle fait une collecte, si vous voulez, de dessins d'Indiens. Hein, étant sur place. Et ensuite, quand l'ouverture est finie, d'ailleurs, tout, à son avis, c'est pas très bien passé, il y avait beaucoup de monde à cette exposition-là, et elle a trouvé que
c'était un peu une catastrophe, avant d'en parler. Et elle avait aussi beaucoup de peine pour tout l'effort qui avait été mis, surtout par Marius Barbeau dans cette exposition-là. Elle dit, lui qui était si joyeux puis si enthousiaste, il avait l'air vraiment déprimé le soir de l'ouverture. En tout cas, peu importe, ça n'a pas été aussi bon qu'elle pensait. Et ensuite, elle se rend à Montréal pour une exposition de la Royal Canadian Academy, où il y a encore des tableaux très célèbres du groupe des Sept, sur lesquels elle passe ses petits commentaires, évidemment, comme le tableau de MacDonald. Hein? C'est très grand, c'est puissant, c'est solennel. Ben, c'est dans le titre, évidemment, ça s'appelle Solemn Land. Je souhaiterais qu'il n'aime pas tant le brun comme il fait. Sa composition est prenante, mais elle manque d'imagination comme je l'aime. Hein? Le tableau de Jackson, lui, est encore éliminé plus rapidement. Autumn in Algoa de Jackson ne m'a pas plu. Hein? C'est mince, non convaincant, et ce n'est pas fini. Hein? Alors, ça vient de s'éteindre, celui-là. Après, elle voit ce tableau-là de Lismer, qui est des Happy Island, les îles heureuses. Elle le trouve joli, tout ça, mais un peu trop agité. En fait, il y a trop de choses qui se passent. C'est pas assez contrôlé. Et évidemment, tout d'un coup, qu'est-ce qu'elle voit qui la jette par terre? C'est le tableau de Harris. Hein? Alors là, c'est tout autre chose. Elle dit, d'ailleurs, c'est assez cruel pour tous les autres, là, parfois, quand on entre dans une galerie, tout le reste meurt. Hein? Ces toiles appartiennent à un temps, à un espace différent, d'un autre monde. Il y a toujours cette dignité et cette spiritualité. Hein? Et c'est vrai que si vous refaites un peu mentalement l'expérience qu'elle a pu faire, les tableaux de Harris se détachent tout le temps de cet ensemble-là, parce que probablement, il y a aussi une tendance beaucoup plus poussée à l'abstraction chez Harris que chez tous les autres. Hein? Je sais pas, j'avais un autre exemple. Oui, c'est tous des tableaux qui ont été faits dans l'Ouest, évidemment, avec les montagnes rocheuses comme sujet, et qui... évidemment, la frappe beaucoup quand elle voit ça à Montréal. Ensuite, elle retourne vers l'Ouest, parce qu'il faut bien rentrer tranquillement chez eux, mais elle veut absolument revoir Harris. Elle veut absolument revoir les tableaux de Harris chez lui. Et elle, donc, arrête une fois de plus à Toronto, le 11 décembre. Elle passe toute l'avant-midi un peu gênée. Est-ce que je dois l'appeler au téléphone ou pas? Et finalement, elle se risque. Et là, Harris, toujours grand seigneur, etc. Oui, venez me voir mardi, etc. Bon, il n'y a aucun problème, ça fait plaisir, ma femme sera là, etc. Bon. Et là, donc, elle se rend encore chez Harris, et là, elle est confrontée à ce qu'elle appelle ses sea paintings. Ça fait des tableaux avec beaucoup d'étendues d'eau, comme celui-là. Hein? Et elle décrit une soirée remarquable où Harris, qui sait recevoir les gens comme il faut, il y avait un peu de musique, enfin, il y avait un disque, puis il montrait ses tableaux les uns après les autres, comme ça, en silence. Alors, donc, elle était dans le paradis pendant toute la soirée. Elle dit, quand je traversais les montagnes en venant ici, vous allez voir, c'est une expérience extraordinaire qu'elle décrit ici, je m'imaginais pouvoir me détacher de mon corps terrestre et planer dans ces grands espaces si purs entre les pics, laissant sous moi les tranquilles vallées verdoyantes, pour me retrouver dans l'air pur et propre des hauteurs. Mais M. Harris a peint ces espaces, et mon esprit semble pouvoir quitter son corps et s'y élancer. Cela m'a rendue si heureuse. C'est une expérience extraordinaire. C'est une expérience qu'on a parfois décrite chez les agonisants, hein, qui sentent, qui se détachent comme ça de leur corps et qui voient ce qui se passe dans la chambre où ils sont. Ils sont comme flottants comme ça au-dessus. Évidemment, pour qu'ils nous racontent ça, il faut qu'ils retournent en bas un peu. Hein. Il ne faut pas qu'ils... S'ils disparaissent par la fenêtre, là, c'est fini. Mais on voit que c'est une expérience de ce type-là qu'elle vit, hein, devant les tableaux. Elle trouve ça tellement extraordinaire, comme un espace qui s'ouvre comme ça et dans lequel on peut se détacher de son corps. Donc, encore une fois, une espèce d'expérience spirituelle. Hein. Les sea paintings qu'elle a pu voir, on s'est demandé un peu, elle fait une description assez précise d'un tableau et vous allez voir, je vais vous lire ce qu'elle décrit. Ça ne peut pas être ce tableau-là, quoique ça pourrait être un excellent exemple de sea paintings. Vous allez voir pourquoi. Elle décrit un tableau, hein, qu'elle voit, après, au retour, toujours dans son journal. Elle dit « Une lumière céleste paraît dans l'un des coins, brillant paisiblement.
là, il est pas dans la lumière céleste n'est pas dans un coin. Elle est au centre ici, puis elle tombe sur le lac. Là. Alors, ça ne peut pas être ce tableau-là. 3 formations nuageuses, comme autant de pointes au bout lumineux, vont dans cette direction. Peut-être, là, on pourrait avoir 3 formations nuageuses. Tu sais, il y a les nuages noirs en haut, il y a un gris sur le côté, puis d'autres plus bas. Mais, encore là. À travers un ciel bleu-vert, un long et étrange nuage s'étend plus bas, presque à l'horizon. Là, on ne le voit presque pas. Mais on peut en faire le tour et aller plus loin. Ensuite, une petite île ronde pourpre, puis 4 formations rocheuses, brun-pourpre, avec la mer bleue, léchant leur base. 2 formes de terre d'un vert plus chaud et quelques formes grises qui pourraient être des troncs d'arbres paraissent au premier plan. Alors ça, évidemment, ils ne sont pas là du tout. Et en fait, peut-être qu'on serait plus près avec ce tableau-là. Il n'est pas encore tout à fait exactement comme ce qu'elle décrit, mais c'est probablement un tableau plus près d'esprit de celui-là qu'elle a pu voir avec les arbres, les formes grises qui sont des arbres morts au premier plan, et le ciel comme ça qui pointe, avec la lumière qui vient d'un coin, hein, plutôt que du centre, et des formations nuageuses. Là, il y en a beaucoup, difficile à dire. Des petites îles au premier plan, avec l'île pourpre plus importante. Enfin, on pourrait penser que c'est ça qu'elle décrit. Elle est sensible, évidemment, encore là, à l'espace, à tout ça. Elle ne saisit pas que la présence des troncs d'arbres morts au premier plan est liée au tableau, c'est importante dans le tableau. Parce qu'on pourrait dire que Harris découvre le ciel par la mort de la forêt. Si vous êtes en pleine forêt et que vous avez des feuillages, vous ne voyez pas le ciel. C'est d'ailleurs, c'est Vico, Giambattista Vico, qui était un philosophe italien du 18e siècle, qui imaginait que les premiers hommes, il les appelait les bestioni, hein, les grosses bêtes. Elles se promenaient presque à 4 pattes, comme ça, puis il dit, après le déluge, la terre s'est asséchée, puis l'humidité est montée dans l'air, puis là, il y a eu des nuages. Puis de ces nuages ont commencé à tomber des éclairs, puis du tonnerre. Alors, les bestioni qui marchaient tout le temps à 4 pattes sont mis à regarder un peu au ciel, puis en écartant les branches, ils ont découvert le ciel. Et ils ont compris que le ciel était comme un grand corps, et que de ce corps venait une parole qui était le tonnerre, qui leur faisait peur, mais qui leur donnait aussi des instructions comment vivre. Et il dit, c'est ainsi qu'est né Jupiter, hein, qu'on a eu la première croyance dans un Dieu comme ça qui habitait dans le ciel. Hein. Alors, dans le cas de la découverte de Dieu, si on veut, ou du ciel, ça veut dire aussi qu'on écarte la forêt. Hein. Et on pourrait dire que donc, les deux choses sont liées, et chez Harris, c'est très, très fort tout le temps. Vous vous rappelez ce tableau où on voit juste une souche morte avec des rayons qui tombent là, du ciel, etc. C'est toujours la même opposition. Hein? La mort de la forêt et la condition de la révélation du ciel. Hein? Alors ça, peut-être que si Émilie Carr avait saisi ça plus vite, elle serait peut-être moins enthousiaste, mais en tout cas, de toute façon, pour elle, là, c'est comme un tableau parfait. Elle a une conversation avec Harris, évidemment, qu'elle revoit à ce moment-là, et il la réinvite à une autre soirée, le 13 décembre, et là, il reparle encore très en détail. Harris essaye de lui faire comprendre que son intérêt pour, disons, il a commencé par être intéressé par le transcendantalisme, c'est-à-dire la philosophie d'Emerson aux États-Unis, une espèce de découverte du divin dans la nature et par la nature. Mais Harris a fait un pas de plus, il est devenu théosophe. Et là, avec la théosophie, évidemment, il y avait un corps de croyance beaucoup plus organisé, si on veut. Et il essaie de convaincre un petit peu Émilie Carr d'aller dans cette direction-là, mais elle n'est pas prête pour ça. Elle est trop attachée à son christianisme, à son protestantisme, pour faire le saut dans la théosophie, d'autant plus que la théosophie est assez sévère sur la Bible. Hein. Il se moque un peu des... Bon, Mme Blavatsky, qui a inventé ça, aurait pu se tenir un peu tranquille. Elle pensait que Darwin avait tort, puisque les singes étaient des descendants de l'homme mauvais. Hein? Ce n'était pas l'homme qui descendait du singe, mais c'était le singe qui descendait l'homme quand il pêche. Hein? Peut-être prendre une chance avec ça, mais en tout cas, ça n'avait pas l'air toujours très brillant, la théosophie. À mon avis, en tout cas, moi, je ne suis pas très porté de ce côté-là. Mais disons qu'en fait, il essaie de lui expliquer ça, mais surtout, ce qu'elle voit, c'est qu'il y a une possibilité d'une relation profonde entre une croyance religieuse et la peinture. Alors, c'est ça qu'Harris lui apporte. Alors là, dès qu'elle comprend ça,
elle a hâte de revenir, évidemment, à Vancouver, puis là, de se lancer dans un nouveau style, une nouvelle façon de peindre, etc. Et c'est ce qu'elle raconte. Elle écrit une lettre en arrivant à Victoria, finalement. Chez elle, elle écrit à Harris qu'elle vient d'acheter de la toile au maître, puis qu'elle est partie en chantant avec son chien au talon dans les forêts pour commencer à peindre autrement. Et effectivement, on voit un changement profond dans sa peinture. Si vous pensez à ce qui a précédé, à ces tableaux d'Indiens et tout ça, tout d'un coup, on voit des tableaux qui prennent uniquement la forêt comme thème, et surtout qui la traitent d'une façon, j'allais dire, plus géométrique un peu. Hein. Un peu, ça fait presque penser, vous savez, à cette phrase de Cézanne qui dit « traiter la nature par le cône, la sphère et le cylindre, etc. » Et essayer de voir justement un espèce de centre au tableau, puis organiser votre tableau comme ça, de façon presque géométrique, autour d'un centre. On a un peu ça ici, hein, cette façon de concevoir le tableau si vous partez du bas, là, vous avez une espèce de mouvement en S qui part de la droite, qui s'en va derrière l'arbre, puis disons, j'allais dire, qui zigzague un peu comme ça à travers l'espace, puis finalement qui débouche vers le haut dans la lumière. Et ensuite, les troncs d'arbres sont très cylindriques, sont faits vraiment presque géométriquement. Hein. Donc, il y a là une espèce de simplification des tableaux par rapport à ce qu'elle faisait avant. Hein. Et l'allusion à Cézanne est pas complètement parfaite parce qu'avec Cézanne, on s'en va vers une peinture qui va être très consciente de son intention picturale. Hein. On pourrait dire, tu sais, quand Cézanne parle de sa petite sensation, il parle beaucoup, au fond, de ce qu'on pourrait appeler l'opticité hein, du spectacle, ce qu'on voit, et pas du tout de symbolisme ou de choses comme ça. Et en fait, peut-être que l'artiste qui serait plus près de la façon dont Émile Icare concevait son tableau, ça pourrait être un artiste comme Franz Marc, un artiste allemand qui était un peu le prêtre Kandinsky ou des gens de cette période-là, et qui a fait ici un tableau qui représente 3 cerfs. J'ai eu de la misère à trouver le 3e. Je ne sais pas si vous les voyez toutes les 3. Oui. Il y en a un gros ici, là, puis il y en a 2 autres là. Et avec des techniques qui ressemblent beaucoup au cubisme. Et là, l'ironie, évidemment, c'est que le cubisme aussi va dans le sens d'une affirmation de l'art comme tel, alors que pour Franz Marc, il l'utilise pour en faire une affirmation plus spiritualiste. Hein. Alors, c'est un peu ironique parce que normalement, ces contenus plus spiritualistes, de quoi s'agit-il ici? C'est tout simplement que les animaux et la nature sont comme confondus hein, par le fait qu'ils divisent les formes, par le fait qu'ils les traitent à la façon cubiste, ils deviennent presque partie de la nature. Hein. Ils ne sont pas comme détachés, ils font partie vraiment du spectacle entier. Et ensuite, la couleur ici, qui a l'air qui fait penser un petit peu à Delaunay, est en fait aussi une couleur irréelle, si on veut, une couleur qui suppose un autre monde. Hein. Alors, dans l'intention de Franz Marc, on est plus près de celle d'Émile Icare, c'est-à-dire à partir des techniques qui pourraient ressembler un peu à Cézanne ou un peu au cubiste, on essaye de trouver un autre monde, hein, et non pas simplement d'affirmer, j'allais dire, l'autonomie de la peinture comme telle, hein, ce qui était plus près de l'intention des cubistes. L'autre intention qui est très nette chez Émile Icare, si je vous faisais remarquer cette espèce de mouvement au sol là, en forme de S renversé qui rentre dans le tableau, c'est l'idée de représenter le mouvement. Hein. Évidemment, c'est une préoccupation aussi que les cubistes ont eue, ou si on veut, les post-cubistes. Je pensais à des gens comme Marcel Duchamp qui avait fait le nu descendant l'escalier, c'est-à-dire en s'inspirant un peu des photos soit de Marais ou de Muybridge. C'est amusant, celle-là, parce que c'est un homme qui monte un escalier là, au lieu d'un nu qui descend. Hein. Mais c'est un peu la même idée. C'était pour exprimer le mouvement, on le sépare en scènes détachées qu'on superpose les unes à côté des autres. Hein. Et donc, on fait une espèce de séquence comme ça de personnages qui partent du haut. En fait, c'est le même personnage qui descend l'escalier, mais qu'on voit en plusieurs vues, juxtaposées les unes à côté des autres, et on crée comme ça l'illusion du mouvement. Mon tableau préféré pour ça, sur ce sujet-là, c'est celui-là. Ça s'appelle « Dynamisme d'un chien en laisse ». C'est un tableau de Giacomo Bella. On a eu, notre famille,
Dachshund comme ça, alors c'est parfait. Il est vraiment très bien représenté. C'est des tableaux, c'est des chiens, vous savez, qui sont très bons pour la famille. On peut les flatter tous ensemble. Ils sont très longs et puis ils sont très courts sur pattes. Et alors là, c'est un peu ça, avec les pattes qui ont comme des petits moulinets, il essaie d'exprimer le mouvement. Mais dans le cas des mélicars, justement, il n'y a pas cette fragmentation du mouvement en plusieurs vues juxtaposées. Hein. Au contraire, on a l'impression qu'elle fait une approche plus synthétique du mouvement. Ce qui bouge dans le tableau des mélicars, ce n'est pas les éléments, c'est l'œil qui le regarde. Hein. C'est nous qui suivons, au fond, la grande courbe qui est en train de monter comme en spirale, comme ça, à travers le tableau. Et donc, c'est le spectateur qui crée le mouvement dans le tableau plutôt que de nous imposer comme ça une vue fragmentaire multipliée pour créer cette impression de mouvement. Hein. Alors, vous avez là un très beau tableau qui s'appelle Spiraling Upward, hein, un arbre avec une spirale vers le haut. Je pense qu'il était dans l'exposition, mais un qui était certainement à l'exposition cet été, c'est celui-là, qui était un tableau assez mystérieux. Et vous remarquez justement qu'on s'en va vers des formes plus abstraites avec le temps. Hein? C'est-à-dire qu'elle finit par se détacher davantage de la nature et là de nous présenter une espèce d'arbre qui, j'allais dire, nous regarde, hein? Parce qu'on pourrait avoir l'impression que ce qui est en bas ici là, est une espèce d'œil. Je ne sais pas si je vais arriver. Oui. Comme un œil qui nous regarde. Et d'ailleurs, elle a fait des tableaux dans lesquels les totems indiens sont mêlés à la forêt de telle façon qu'on ne sait plus très bien qu'est-ce qui est un arbre, qu'est-ce qui est le totem, et comment tout ça se présente. Et enfin, essaie de rejoindre le spectateur afin de suggérer, en fait, que la symbiose entre les Premières Nations et la nature est parfaite, en fait. C'est un peu ça qu'elle pourrait vouloir suggérer. Et finalement, je pense qu'on arrive à un des tableaux les plus abstraits enfin, qu'elle ait pu faire. Vous allez voir, j'en ai un autre exemple, mais celui-là est très remarquable. Il est fait uniquement en noir, blanc et gris. Et donc, là aussi, ça, c'est très symptomatique. Quand les peintres veulent atteindre à une vue plus abstraite de la nature, souvent, la couleur disparaît. Vous avez pensé à Bordua, par exemple, avec les noirs et blancs, ou enfin, très souvent, comme ça, on a cette espèce de réduction de la peinture à sa plus simple expression, mais pour atteindre à la forme, pour atteindre à ce qui est vraiment essentiel dans la forme. Hein. La nuit des sens devient la révélation de l'esprit, si on veut. Et ce thème-là, d'ailleurs, m'avait paru tout à fait platonicien. Vous allez m'endurer un peu avec un petit peu de philosophie. Et quand Platon dit justement qu'il faut se méfier un peu de ce que les sens nous donnent, que les vraies réalités sont les idées, sont les formes, hein, il donne un exemple un peu idiot d'un lit. Il dit, bon, les lits qu'on fabrique sont tous faits à partir d'un plan qui, lui, est immuable. Alors, il faut au moins 4 pattes puis une espèce de plaque sur laquelle on peut se coucher. Et, mais la forme, elle, ne change pas. Elle, la forme est immuable, mais l'exécution de plusieurs lits peuvent avoir des variantes, tout ça, mais qui renvoient toujours à cette idée principale. Hein. Alors là, dans la perspective platonicienne, aussi, ça va encore plus loin. Il dit que les formes, on les a en nous et on s'en souvient au contact avec les choses visibles. Alors, quand on voit les choses, on se rappelle qu'il y a des formes parce que dans une vie antérieure, on a tout vu ça dans le ciel des intelligibles. Enfin, on a tout vu ces idées et on peut donc s'y remémorer. Et vous vous souvenez peut-être de cette fameuse scène je pense que c'est dans le Ménon, hein, des dialogues de Platon, où Socrate fait découvrir une formule mathématique à un esclave qui n'a jamais appris rien, juste en lui posant des questions comme ça, puis lui révélant au fond que c'est en lui qu'il peut être capable de construire le carré d'un rectangle sur le carré de l'hypoténuse et de faire vraiment la surface du rectangle sans avoir jamais étudié la géométrie. Hein? Alors, il faut dire que le questionnaire est très bon. Hein? Socrate s'est amené la bonne réponse. Parce que le pauvre gars dit oui, oui, non, non, non. C'est à peu près tout ce qu'il peut dire. Alors, peu à peu, il finit par... Mais en fait, c'est ce qu'il veut démontrer, justement, qu'on aurait donc ce monde qui serait tout à fait immuable, qui serait le monde des idées, et qu'on y a accès, au fond, par la nuit des sens. Hein? C'est-à-dire que ça, c'est important, ce côté obscur là, que je vous montrais dans le tableau des Mélicars, c'est qu'en éteignant justement toutes les couleurs, toutes les variations, etc., qu'on arrive vraiment à cette idée plus profonde qui serait au fond des choses. Hein?
Et ça me faisait penser aussi à une expérience d'un peintre alors beaucoup plus proche de nous, qui vient de mourir malheureusement, qui est Guido Molinari. Ceux qui l'ont connu vont le reconnaître dans cette photo-là très bien, toujours très argumentatif, etc. Il racontait qu'au tout début de sa carrière, il avait tenté de noter en pleine nuit un poème qui lui était venu à l'esprit. Disons, il faisait un peu d'insomnie, il se réveille à 3 heures du matin, puis la chambre est obscure, puis il écrit sur un bout de papier quelques lignes de ce qu'il a cogité, disons, pendant la nuit. Et le matin, en se réveillant, il essaye de lire ce qu'il a écrit, puis il ne peut pas. C'est illisible. Alors, il dit, c'était très curieux comme expérience parce que je sais que j'avais écrit quelque chose, mais je ne peux pas me souvenir quoi. Et j'étais devant du pur graphisme, d'une certaine façon. J'avais donc quelque chose de visible, mais qui n'était pas lisible. Hein? Et alors là, il dit, c'était curieux parce que ça venait certainement du plus profond de moi. C'était quelque chose qui venait de l'inconscient et donc qui m'était complètement inconnu. Hein? Alors ça, c'est la première expérience d'écriture à la noirceur. Mais ensuite, il s'est dit, pourquoi pas faire la peinture à la noirceur aussi? Qu'est-ce qui arriverait si, peignant à peu près dans les mêmes conditions, sans voir ce que je fais, quelle sorte de tableau qui sortirait de là? Hein? Et là, donc, c'est encore la même expérience. Hein? C'est-à-dire que si vous, à la noirceur, vous n'avez plus le contrôle de la nature extérieure, vous êtes obligé de tabler juste sur vos propres ressources. Alors, il a fait une série de tableaux qu'on a appelé récemment « Turbulence abstraite », mais en fait, qui est un titre donné bien après coup. Je pense que, enfin, normalement, les tableaux n'ont pas eu de titre. Et c'était fait comme ça, c'est-à-dire en pleine nuit. Il avait placé sa toile à l'horizontale avec les tubes de peinture autour. Et là, il faisait gicler de la peinture. Puis ensuite, avec une spatule, il étendait ça. Et avec la main gauche, il touchait un peu où ça n'avait pas été peint. Et il ajoutait comme ça, tranquillement, sa peinture un peu partout. Et finissant par couvrir à peu près le tableau avec des formes dans cet esprit-là. Enfin, ça, c'est un de ceux qu'il a fait de cette façon-là. Molinari, qui a toujours aimé aussi beaucoup le spectacle, a fait aussi des tableaux, les yeux bandés, à l'École des Beaux-Arts, évidemment, devant les kids, là, devant toute la gang. Là. Tu sais, « You will see what I can do, Hearst ». Alors, les yeux bandés, le tableau un peu fait dans le même esprit que ça. Hein. Mais là, ce qui arrivait, normalement, dans la noirceur, vous ne voyez pas les couleurs. Mais là, il utilisait les couleurs quand même. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que les deux fonctions de la couleur sont après se diviser. Il y a une fonction qu'on appelle connotative. Ça, c'est la couleur qui sert à désigner la couleur, par exemple, de l'objet qu'on veut représenter. Vous faites un pot de fleurs, bon, les fleurs ont une couleur. La couleur connotative, c'est la couleur des fleurs. Hein? Mais il y a une couleur dénotative qui est simplement là pour marquer des différentes surfaces, comme par exemple dans une carte géographique. Hein? Les couleurs de l'Espagne ou de la France, ça n'a rien à voir dans la carte géographique avec la réalité. C'est juste une façon de dire, bon, sur la carte, cette partie-là correspond à l'Espagne, puis l'autre correspond à la France, ou tout simplement. Hein? Vous comprenez qu'on peut avoir une utilisation de la couleur qui est simplement, j'allais dire, topographique. Hein? C'est-à-dire juste pour marquer les surfaces les unes à côté des autres. Alors évidemment, en fermant ses yeux ou en travaillant en noirceur, Molinari se retrouvait à n'utiliser qu'une couleur connotative, hein, qui ne renvoie plus à quelque chose de réel, mais qui reste comme ça uniquement à l'intérieur des juxtapositions de surfaces les unes à côté des autres. Alors là, on pourrait parler donc d'une abstraction tout à fait extrême, enfin, dans laquelle donc, le rapport avec la nature est complètement coupé. Hein. Et là, c'est sûr qu'Émilie Carr n'ira pas jusque-là. Hein, dans son développement, mais elle va quand même être confrontée à un développement chez Harris lui-même. Hein, c'est-à-dire que Lawrence Harris va passer vers l'abstraction. Mais vous allez voir, c'est une abstraction d'un autre genre que celle qu'on vient de décrire ici. Et je vais revenir là-dessus parce que c'est important de voir ces deux types d'art abstrait, celui-là beaucoup plus près de la géométrie, évidemment, que se propose Harris après un certain temps. Hein. Et il aurait aimé peut-être qu'Émilie Carr le suive un peu dans cette direction-là aussi, éventuellement. Hein. Alors là, ça devient Composition Number 7. Il n'y a plus de titre comme l'axe supérieur ou quelque chose comme ça. Mais malgré tout, si vous regardez le tableau, il y a un rapport avec la nature d'une certaine façon. Hein.
Les formes triangulaires, c'est les formes de la montagne. Les formes triangulaires qui se rabattent comme ça dans le plan du tableau, c'est un peu les reflets dans l'eau. On voit qu'on n'est pas complètement coupé de la nature. Et on pourrait appeler une genre d'abstraction comme ça une abstraction symbolique, hein, dans laquelle on simplifie beaucoup les formes de la nature, on les traite de façon géométrique, mais on garde quand même un certain rapport avec elles. Et d'une certaine façon, ça, c'était peut-être une voie plus plausible pour Émilie Cart. Elle aurait peut-être pu suivre ça. Hein. En fait, ça rejoignait encore là cette intuition platonicienne que la géométrie, hein, puis surtout, enfin, ce qu'il avait pu avoir à partir des élucubrations là, de Pythagore, la géométrie serait une espèce d'intermédiaire entre le monde des sens et le monde des idées. Hein. Puisque, tu sais, par exemple, des chiffres 1, 2, 3, 4, tout ça, c'est des abstractions d'une certaine façon. On ne peut pas les voir. On dit il y a une chaise, deux chaises, trois chaises, mais 1, 2, 3, c'est abstrait, ça. Hein, on est déjà un peu dans l'ordre des idées, mais pas complètement. Ou quand on dit une ligne n'a qu'une dimension, ça n'existe pas dans la nature. Toutes les lignes ont au moins 2 dimensions, un minimum de surface. Mais même sans avoir vu non plus de carré parfait ou de cercle parfait, on sait très bien ce que c'est et on peut imaginer toute une construction mathématique comme ça, qui soit parfaitement logique et qui puisse, évidemment, même en sciences, donner des résultats extraordinaires, et malgré tout, qui ne soit pas, disons, réaliste là, au sens strict du terme. Hein. Et c'est pour ça que donc, Platon est fasciné par la géométrie, parce que ça permet de faire une espèce j'allais dire, d'une étape vers la contemplation des idées. Hein. On part des sens, on s'en détache avec la géométrie, et finalement, on arrive aux idées. Et paraît-il, en fait, c'est une tradition très, très tardive, mais on aurait mis à la porte de l'Académie de Platon « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre hein? ». Alors, c'était une phrase qui a été inventée au 14e siècle, un petit peu tard pour que Platon puisse la voir, mais ça signalait un peu cet aspect-là. Et effectivement, si on voit parmi peut-être les tableaux les plus abstraits qu'Émilie Cart a pu faire, comme celui-là, Abstract Tree Forms, d'ailleurs, elle l'appelait comme ça, où on pourrait dire justement que là, c'est plus que le seul mouvement qui devient important dans le tableau. Et elle est, si elle avait pu vivre plus longtemps, peut-être qu'elle aurait pu aller de ce côté-là aussi, enfin, puis rejoindre un peu l'espèce d'abstraction symbolique qu'on avait chez Lauren Harris. Hein. Mais voyez comment cette approche-là, géométrique et symbolique, est distincte de ce que nos abstraits plus récents vont faire et qu'on pourrait appeler au contraire une abstraction non référentielle, une abstraction qui ne renvoie pas à la nature. Et je vais essayer de vous expliquer un peu un tableau de Molinari qui serait tout à fait dans cet esprit-là pour voir qu'est-ce que c'est qu'une abstraction non référentielle. Donc, la première chose qui frappe ici, c'est que vous n'avez que des bandes verticales, vous n'avez plus d'horizontale du tout. Hein, comme si l'opposition horizontale et verticale était l'opposition minimale pour pouvoir créer un peu l'impression d'un paysage. Hein. Si vous avez une horizontale puis des verticales, vous pouvez imaginer le sol avec des arbres, par exemple, quelque chose comme ça. En enlevant l'horizontale complètement, là, on est dans un monde où on est de pure peinture, si on veut. Et là, si vous commencez à regarder le tableau un petit peu, vous allez voir, il y a des bandes comme celle-ci, ils sont entourées de 2 bandes bleues. Celle-ci est entourée de 2 bandes vertes et celle-ci entourée de 2 bandes bleues. Comme si au centre, on avait une certaine structure. Hein? Une bande principale avec 2 bandes de la même couleur de chaque côté. Une bande principale, 2 bandes de la même couleur de chaque côté. Par contre, quand on arrive en périphérie du tableau, le système arrête. Soit ici à droite, soit ici à gauche. Là, vous n'avez qu'une bande rouge et là-bas, vous n'avez qu'une verte et une rouge qui suivent. Avec la suggestion éventuellement que si on avait pu continuer le tableau vers la droite ou vers la gauche, on aurait complexifié l'image, on en aurait mis de plus en plus de possibilités comme ça de lecture, peut-être une bande rouge entourée de 2 bandes noires, ou enfin, vous voyez donc ce qu'on pourrait. Et comme ça s'en va vers la droite ou vers la gauche, il appelait ça alternance, parce qu'on peut le lire des 2 côtés, on peut le lire soit de gauche à droite, soit de droite à gauche. Mais plus je parle de ce tableau, je ne fais aucune espèce de rapport avec la nature, il n'y a aucune référence à quelque chose d'autre de ce qu'on voit. Et d'une certaine façon, on aurait un tableau où on aurait des signifiants sans signifier. Hein?
pour employer les termes de Lacan. Hein. C'est-à-dire, chaque couleur est bien un signifiant, ça renvoie à quelque chose, mais on n'a pas quoi. On n'a pas un sujet qui serait caché derrière le tableau. On n'a que des signifiants comme ça qui font une série qui alterne. Et j'essaie de trouver des exemples de signifiants sans signifier. Je ne sais pas si j'ai bien trouvé, mais je pensais à la démocratie. Hein. Le premier ministre est un signifiant non signifié. Je n'ai pas dit insignifiant. Pourquoi? Parce qu'à chaque élection, il peut changer. La place, elle, est toujours stable. Hein? Il y a toujours un premier ministre, mais le signifié par la place peut être M. Charest, M. ci, M. ça. Il peut changer à chaque élection. Hein? Et donc, là, vous avez un système dans lequel, justement, la place même, ou l'endroit, est plus important, j'allais dire, que ce qui le remplit. Hein? Et on pourrait dire la même chose du sujet humain, d'une certaine façon. Le sujet, c'est tous nous, mais c'est aussi toutes les possibilités de variation les uns après les autres. Hein? Alors, on a comme ça, donc, à ce niveau d'abstraction, on retrouve une espèce d'importance donnée à ce côté topographique, à la place, si on veut, occuper, et les séries comme ça, hein? Comme on peut voir dans les tableaux de Molinari. Autre exemple, là, qui est peut-être plus simple, celui-là, puisqu'on a une série de 4 couleurs qui se répètent telles quelles. Hein? Sans décalage, comme dans l'alternance tout à l'heure. Et il appelle ça sériel bleu-vert. En fait, c'est ouvert par le bleu, fermé par le vert, réouvert par le bleu, puis fermé par le vert, si vous le lisez de gauche à droite. Hein. D'ailleurs, les tableaux de Molinari se lisent un peu comme ça, comme un livre, en fait. Hein. Vous partez d'un côté, puis vous allez vers l'autre, ou inversement. Par contre, si vous faites ça, ce qui arrive, malgré que les couleurs sont faites exactement de la même façon, hein, elles sont peintes au rouleau, là, avec les masking tape, là, pour avoir des lignes parfaites comme ça, il reste que la même couleur va changer de tonalité selon les couleurs qui l'entourent. C'est comme par exemple le bleu qui est au centre de la composition ici paraît beaucoup plus vif que le bleu qui est sur le bord. Ou c'est-tu rien que moi qui vois ça? Non? Hein? Alors, ça vient de ce qu'il est entouré de chaque côté par quelque chose différent que ce qui est sur le côté. Et donc, le tableau, comme ça, peut se relire de 2 ou 3 façons selon qu'on se déplace dans la chose. Alors, même si la structure paraît très symétrique et très rigide ici, il reste qu'il y a un élément qui joue, qui est le fait que notre œil, au point de vue optique, va voir les couleurs différentes. En fait, ça vient de ce que, tu sais, on a 3 cônes, hein, dans le fond de l'œil, dans la rétine, qui sont sensibles aux couleurs dites primaires, là, le rouge, le vert et le bleu, et non pas le jaune. Hein. Le jaune est constitué par le vert et le rouge. Mais parce que ce que notre œil voit, donc, ce n'est pas de la couleur qu'on mélange avec des pigments, hein, c'est la couleur lumière. Et la couleur lumière, évidemment, réagit différemment que le pigment. Hein. Alors là, ce qui arrive, c'est que quand vous avez une couleur très forte qui est lancée, elle crée sa complémentaire à côté. Hein. Disons, par exemple, si vous avez une tache rouge et que vous regardez sur un papier blanc pendant longtemps, puis ensuite vous déplacez votre œil vers un papier blanc complètement, vous allez voir une tache verte arriver. Hein. C'est-à-dire, donc, on pourrait dire les cônes rouges sont très excités, puis les cônes verts, eux autres, se reposent un peu, puis quand vous les sollicitez, ils ressortent. Je dramatise un peu. Hein. Mais là, alors, donc, ça veut dire aussi que si vous avez les 2 couleurs de chaque côté d'une couleur principale, elle va diffuser à côté, dans les autres couleurs, aussi sa complémentaire. Et c'est pour ça que, donc, une couleur qui est située dans un champ différent a une autre tonalité que si elle est sur le bord du tableau, par exemple. Hein. Alors, quand on a compris ça, évidemment, là, les tableaux vont devenir de plus en plus complexes, comme ici, avec le temps, enfin, tous ces jeux de séquences de couleurs comme ça. Ici, il travaille avec 5 couleurs, mais qui sont répétées 4 fois. Hein. Mais sauf que après la première série, dans les répétitions qui suivent, il y a une couleur qui manque et qui est remplacée par 2 couleurs de la même nature. J'ai essayé de faire un petit schéma, mais je ne pense pas que ça soit beaucoup plus clair. Hein? Vous avez 4 séries, puis ensuite, en indiquant bleu, vert, jaune, orange, etc., vous voyez tout d'un coup où il y a les petites flèches, il y a des couleurs qui se répètent. Et donc, qui suppriment une des couleurs de la première série. Mais en première vue, on ne le voit pas, évidemment, on ne se rend pas compte de ça. Alors là, ça devient très compliqué avec le temps. Enfin, il peut réussir à faire comme ça des tableaux qui n'ont pas de fin, si on veut, enfin, d'une certaine façon.
Celui-là, qui est plus tard, je vais finir en beauté avec Molinari, parce que vous savez qu'il vient de mourir il n'y a pas très longtemps, et c'était quand même un de nos très, très grands artistes. Et pour justement toujours faire cette distinction entre ce que j'appelais l'abstraction symbolique et l'abstraction non référentielle, comme ici. Ici, ce qui est curieux, c'est qu'ils appellent ça bitrapèze. On ne voit pas beaucoup de trapèzes, là. Hein? Et effectivement, je ne sais pas si j'avais fait un petit schéma. Non, je ne l'ai pas mis. Effectivement, il faut vraiment, presque, j'allais dire, mesurer le tableau pour voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est que ça a l'air des bandes toutes égales, en fait, toutes faites. Mais si vous mesurez en haut et en bas, vous obtenez une très légère différence. Par exemple, mettons, vous aviez 10 cm en haut, vous en avez 8 en bas, par exemple. Alors donc, si vous avez une forme qui est 8 cm, puis j'exagère beaucoup, là, puis qui est 10 en haut, bien, vous avez une forme vaguement de trapèze. Et ce que ça fait, évidemment, ça introduit une espèce de mouvement dans le tableau, hein, presque imperceptible. Mais quand il y a une ligne qui penche, bien, ça fait pencher un peu vers la direction de la ligne. Et là, très prudemment, disons, on pourrait dire que Molinari a fait intervenir comme ça des lignes un petit peu plus penchées afin pour créer cette impression de mouvement. Hein. Dans la série des quantificateurs, on a toujours l'impression au départ d'un tableau complètement monochrome, mais en fait, il n'y en est rien. Vous voyez au centre, il y a une espèce de bande un peu plus pâle. Hein? Et lui aussi, là, avec des petites différences de dimension qui fait qu'on s'en va vers le fameux tableau là, qu'il a fait vers la fin de sa vie, et qui est immense, en fait, qui est fait en 4 panneaux comme ça. Je vous ai mis les dimensions là, parce que c'est vraiment très gros. Cette photo-là a été prise à la banque que Molinari avait acheté pour comme c'était formidable, ça, parce qu'il y avait un grand espace pour travailler, mais il y avait aussi une voûte là-dedans. Alors, il a mis tous ces tableaux anciens dans la voûte, puis les tableaux qu'il avait achetés, Mondrian, etc. Enfin, il avait tout mis ça dans la voûte, puis par ailleurs, il y avait cette grande place-là où il pouvait travailler. Et ce tableau-là est maintenant à la Galerie nationale, au Musée des beaux-arts du Canada. Ça s'appelle « Danse-soupir », parce que, bon, c'est en rouge, mais il y a des parties plus foncées, des parties plus pâles, puis il y a aussi ces fameuses obliques là, qui fait qu'on a l'impression vraiment d'une danse là, en passant à travers tout le tableau. Alors, c'est avec ça que je voulais terminer cette année. Je voulais faire 2 choses. Faire une petite annonce. Je pense qu'on va continuer, puisque vous venez si nombreux, j'aurais bien... Vous me tenez en vie, hein? C'est ça qui est important, avec tous mes malheurs là, récents. Et alors, je pensais on va essayer de reprendre nos bonnes habitudes du printemps, de faire les conférences au printemps. Donc, une série de 6 en français, puis une série de 6 en anglais. Et l'année prochaine, je pensais de traiter les âges de la vie. C'est-à-dire comment est-ce qu'on a représenté les enfants, les adultes, les vieillards dans l'art canadien. Enfin, une espèce de truc sur les âges de la vie, puisque, à ma connaissance, il n'y a pas de grande exposition d'art canadien cette année. Alors, je vais vous entretenir sur ces sujets-là. Puis encore une fois, en tout cas, merci pour votre assiduité et votre nombre.